Ce matin, dans l'actualité, à l'instar de l'EAC, la SADC n'enverra pas ses troupes pour traquer l'armée rwandaise en RDC. Ici, c'est du communiqué final du sommet de la Troïka de la SADC tenu le lundi 8 mai 2023 à Windhoek, capitale de la Namibie. Il ressort au point 9 que le sommet a approuvé le déploiement d'une force de la SADC en vertu du cadre de la force en attente de la SADC en tant que réponse régionale pour soutenir la République démocratique du Congo dans ses efforts de restauration de la paix et de la sécurité à l'est du pays. Et au point 10, le sommet a approuvé la position commune de la SADC, à savoir une approche plus coordonnée compte tenu de nombreux déploiements effectués en vertu d'ententes multilatérales et bilatérales à l'est de la République démocratique du Congo, et a exhorté le gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre en place les conditions et les mesures nécessaires devant faciliter la coordination efficace des forces sous-régionales et des partenaires bilatéraux qui opèrent dans les pays. Bien entendu, il s'agit d'un succès diplomatique à mettre au crédit du président Félix Tshisekedi. Donc, bien sûr, avec l'entrée en lice de la force régionale de la SADC, la préoccupation se situe dans l'exhortation faite à la RDC de coordonner les troupes, bien sûr, des forces armées à déployer sur son sol. Déjà, l'Union africaine s'est engagée à tenir un sommet quadripartite réunissant les pays membres de la SADC, de l'EAC et de la CIRGL, également de la CEAC. Vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, a affiché son optimisme. Je pense que la grande annonce se trouve dans le communiqué final de ce sommet des chefs d'État de la SADC. Le sommet a approuvé le déploiement de la force de la SADC pour soutenir la RDC, de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Donc, c'est clair que la SADC s'engage militairement sur le terrain et va déployer incessamment une force. La SADC recommande que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants et tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée, a-t-il déclaré. Alors, on parle d'une interprétation facile de la pensée du médiateur João Lorenzo. Pourquoi la responsabilisation de la RDC alors qu'en matière d'organisation militaire, le pays est en train de procéder à des ajustements organisationnels? La réponse n'est pas éloignée de la position exprimée par le président João Lorenzo dans une interview à France 24 diffusée le même jour, c'est-à-dire le 8 mai 2023 du sommet de la Troïka de la SADC. Après le dernier sommet d'Addis Abeba, c'est le président Kagame qui, à ma demande, a mis l'Angola en contact avec les dirigeants du M23. Nous avions quelques difficultés pour contacter les éléments du M23. Nous avions pour mission de créer ces contacts et c'est le président Paul Kagame qui a facilité cette relation. Et quelques jours plus tard, les dirigeants du M23 sont venus en Angola et nous avons travaillé avec eux à Luanda. Nous n'avons rien à reprocher à Kagame, a-t-il dit, parlant du calendrier des retraits tel que fixé dans la feuille de route du mini-sommet de Luanda tenu en septembre 2022. Le chef de l'État angolais va révéler ce qu'on aimerait, c'est que le calendrier pour mettre en place les cantonnements soit un petit peu raccourci, mais cela ne se passe pas comme ça. Toutefois, il faut rester confiant avant d'ajouter, nous sommes en contact permanent avec les autorités congolaises au plus haut niveau. Le président Félix Tshisekedi vient régulièrement à Luanda afin de travailler exclusivement sur cette question du M23. D'une confrontation possible entre les armées congolaises et rwandaises, João Lorenzo fait preuve de pragmatisme. Personnellement, je ne pense pas que cela va se passer comme ça. En ce qui me concerne, nous
ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour éviter cette confrontation des deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. Information clé est dans la partie suivante. Nous savons qu'à ce jour, le M23 respecte le cessez-le-feu. Malheureusement, la prochaine étape ne s'est pas encore concrétisée. Cette étape ne dépend pas uniquement du M23, elle dépend aussi du pays, la RDC. C'est le cantonnement de forces du M23. Nous avons mis en place un cessez-le-feu. À présent, nous devons cantonner ces forces et lancer le processus de réintégration de ces citoyens congolais dans la société congolaise. Interprétation facile de la pensée du médiateur africain Joao Lorenzo pour la CIRGL, l'un des dirigeants principaux de la SADC. Le M23 respecte le cessez-le-feu, ce qui n'est pas l'avis de la partie congolaise. La balle est plutôt dans les camps de la RDC et la confrontation entre les armées gouvernementales congolaises et rwandaises est juste une illusion. La balle est désormais dans les camps de la RDC. À partir de cet instant, on en est droit de chercher à savoir ce qu'il faut attendre de la force régionale de la SADC, dont primo, les troupes angolaises, zimbabwéennes et namibiennes avaient été déployées en RDC lors de la guerre du 2 août 1998. Secondo, les troupes sud-africaines, tanzaniennes et malawites avaient été intégrées dans la brigade d'intervention aspiré par la MONUSCO après la défaite du M23 2013. Ce qu'il faut en attente, c'est probablement le déploiement de troupes d'autres pays membres comme le Botswana, le Lesotho, le Madagascar, île Maurice également, le Mozambique, les Seychelles, les Swaziland, la Zambie et les Comores. Quand on a alors une lecture géographique et géostratégique pragmatique, on doit reconnaître pour la partie négro-africaine du continent l'emprise française sur l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale et l'emprise britannique mieux anglo-saxonne sur l'Afrique orientale et l'Afrique australe. Dans cette logique, étant sous emprise anglo-saxonne, l'EAC et la SADC ne feront jamais la guerre au Rwanda. Anglo-saxon, si des informations fournies par Washington et Londres confirment la présence des troupes rwandaises en RDC avec ou non aux côtés du M23. Par contre, elle ferait la guerre au M23 en l'absence totale des troupes rwandaises. En définitive, à l'analyse des propos du président Joao Lorenzo et du communiqué final du sommet de la Troïka de la RDC, la balle est désormais dans les camps de la RDC. Formons l'espoir que ce ne soit pas un énième piège à se refermer sur Kinshasa, d'où devoir de la vigilance pour ceux qui ne savent en charge du desk guerre de l'Est. Il faudra rester avec nous. Nous vous annonçons aussi parler d'une tribune par rapport à l'éboulement des Bibatama, c'est dans les Massissi. La tribune est intitulée de cette manière: les gouverneurs militaires dressent les bilans. La SMB prend les devants. Donc on en parlera tout juste après ces carnets dédiés aux communiqués et publicités. Restez avec nous. Alors, nous parlons de cette tribune éboulement de Bibatama. Le gouverneur militaire dresse un bilan et la SMB prend les devants. Voilà une tribune nous proposée ce matin par le média en ligne 7 sur 7.cd. C'est un mort déjà enterré, 3 blessés pris en charge dans les structures sanitaires. Tel est le bilan dressé par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu à la suite de l'éboulement survenu le lundi 8 mai dans les sites miniers D2 Bitarama PE
731 à Roubaïa dans les Massissi. Entre-temps, la SMB, Société minière de Bissounzo, prend les devants pour lier cet accident parmi tant d'autres non révélés par le passé à la fermeture de sa mine par le gouvernement. Il y a eu plus de peur que de mal. Des rumeurs les plus folles ont fait état d'une centaine de décès à la suite de l'éboulement survenu le 8 mai dans les sites miniers D2 Bibatama dénommé Sangambere à Roubaïa dans les Massissi au Nord Kivu. Afin l'opinion est fixée, c'était le mardi 8 mai, plus de 24 heures après le gouverneur militaire du Nord Kivu a adressé le bilan de ces drames, un mort déjà enterré et 3 blessés pris en charge dans les structures sanitaires de la contrée. Il s'agit de creuseurs artisanaux clandestins. Le communiqué officiel y relatif a été lu par le porte-parole de l'autorité politico-administrative provinciale. En attendant la prise des dispositions utiles pour prévenir à l'avenir de tels accidents, la SMB propriétaire du PE 4731 a pris les devants pour lier cet éboulement à la fermeture de sa mine par le gouvernement depuis la mi-mars 2023. Elle exige une enquête afin d'établir les responsabilités et de déférer in fine les coupables devant les instances judiciaires. En fait, cette catastrophe n'est pas la première du genre sur le PE 4731. Il y en a eu plusieurs qui n'ont pas été révélés pour des raisons inavouées par le passé. C'est sans doute le contexte dans lequel la récente s'est produite, circonstance marquée par la suspension des activités minières de la SMB par le gouvernement en rapport avec la situation de sécurité due aux velléités d'occupation du Massissi par le M23 qui a joué. Alors, à tout le moins, cette occurrence reflète les méthodes de travail longtemps décriées dont la SMB a toujours fait montre. Ici, depuis 23 ans qu'elle détient comme butin de guerre cette portion de terre. On parle de 36 carrés amputés au PE 76 de Sakima. Et on parle ici de 360 carrés à l'origine. Elle est loin d'industrialiser son exploitation ainsi que les requêtes de la loi. Contrairement aux fausses informations distillées dans les médias, la société d'Edouard Mwangachuchu n'a pas d'usine de traitement de coltan. La première et la seule usine d'exploitation de coltanen RDC, c'est celle de Kisengo Mining, située dans le village de Kisengo, à 200 km de Kalemi, dans les Tanganyika. Donc, c'est une révélation ici, nous révélée par le média ligne 7 sur 7.cd qui dit ceci. Contrairement aux fausses informations distillées dans les médias, la société d'Edouard Mwangachuchu n'a pas d'usine de traitement de coltan. La première et la seule usine d'exploitation de coltanen RDC, c'est celle de Kisengo Mining, située dans le village de Kisengo à 200 km de Kalemi dans les Tanganyika. Pendant ces 2 décennies, la SMB s'est complète dans l'exploitation artisanale non assortie même de la semi-mécanisation et en marge de due diligence. En sus de l'inexistence d'une étude d'impact environnemental, elle n'a jamais signé un cahier de charges en guise de ses obligations sociétales vis-à-vis des communautés impactées par ces activités minières. La preuve, c'est que par absence d'un centre hospitalier de référence, alors que des centaines de tonnes de coltan et de cassitérite sont extraites depuis lors à Roubaïa, les victimes du récent éboulement ont été référées à des structures sanitaires de fortune. Puis encore, cette société doit plus de 4 millions de dollars aux creuseurs pour des minéraux réceptionnés et exportés depuis de longues dates. Voilà pourquoi le gouvernement qui a permis cette forfaiture pendant plus de 20 au nom d'une hypothétique paix est appelé à œuvrer autrement pour changer la donne à Roubaïa. Il est donc à loi que l'entreprise publique Sakima SA, qui a perdu sur toute la ligne depuis 2000 ans, soit rétablie dans
ses droits sur la portion spoliée de sa concession. Voilà cet article qui a été écrit par Paul Kasereka Paluku, publié par les médias en ligne 7sur7.cd. L'actualité, nous revenons sur le déploiement de la force de la SADC et Félix Tshisekedi qui affiche un tâtonnement extrêmement dangereux pour la nation. C'est ce qu'a déploré un député. Ici, c'est le député national Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa qui a dans une interview accordée à 7sur7.cd, c'était le mardi 9 mai 2023, fustigé le prochain déploiement de la force de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC dans l'est de la République démocratique du Congo pour mettre fin aux hostilités des groupes armés. En la croire, Félix Tshisekedi affiche un tâtonnement dangereux pour la sécurité de la nation. Cela prouve que M. Félix Tshisekedi n'avait pas un plan pour la défense et la sécurité de notre pays depuis son avènement à la présidence de la République. Il affiche un tâtonnement extrêmement dangereux. Après les ratés des deux opérations militaires en Ituri en 2019 et la grande envergure à Beni, il a tenté l'opération de ce qu'il a appelé État-major intégré en octobre 2019, où il voulait faire venir dans un état-major commun les troupes burundaises, ougandaises et tanzaniennes. L'opinion s'y était opposée. Ensuite, en 2021, c'était l'état de siège sans mesure préparative et aujourd'hui, 2 ans après, le bilan du baromètre sécuritaire fait état de 5458 morts et puis en février, il fait l'adhésion précipitée à l'EAC à juin 2022. Il a été décidé à Nairobi du déploiement de 7 forces, a déclaré Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa. En outre, l'élu du parti politique SID de l'opposant Martin Fayulu indique que diplomatiquement, le déploiement de cette force n'est pas à l'avantage de la RDC. Aujourd'hui, nous retournons à la SADC, c'est-à-dire que nous sommes en face d'un tâtonnement et diplomatiquement, cela n'est pas à l'avantage de notre pays. C'est une force de trop, a-t-il indiqué. Pour rappel, c'était au cours d'un sommet qui s'est tenu en Nairobi que les pays membres de la SADC ont décidé d'envoyer une force offensive en République démocratique du Congo pour combattre les groupes armés. Également, par rapport à ces drames de Kalehe, on parle d'un bilan qui s'alourdit. On parle de 438 morts. Ici, c'est le bilan du drame qui a frappé les territoires de Calais situés dans la province du Sud Kivu qui s'est alourdi. Il est passé de 401 à 438 morts. C'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui y a livré cette information au cours du briefing presse de ce mercredi 10 mai 2023. Le bilan a été malheureusement revu à la hausse. Hier, nous étions à 412. Aujourd'hui, il y a 26 nouveaux corps qui ont été récupérés pour atteindre 438. Par contre, il n'y a pas encore des chiffres officiels des personnes disparues, contrairement à ce qui s'est répandu, a fait savoir les porte-parole du gouvernement. Quant aux populations riveraines qui sont touchées par ces drames, il a révélé les mesures prises par le gouvernement. Parmi les mesures urgentes qui ont été prises, c'est la relocalisation des populations riveraines qui vivent aux côtés des rivières et qui ont connu des crues, a souligné le ministre Muyaya. Il y a un peu plus d'une semaine, le territoire de Calais dans le sud Kivu a été touché par des inondations suite à la montée des eaux des rivières causées par des pluies torrentielles. Le gouvernement congolais a dépêché une délégation sur place pour s'enquérir de la situation et apporter de l'aide humanitaire aux sinistrés.